Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Vous savez quoi, aujourd'hui je suis heureux. Déjà parce qu'il fait un grand soleil et ça c'est toujours cool. Et parce qu'en plus on va faire plaisir aux fans de Chantal Goya. Aujourd'hui on est avec la Pandi Panda. C'est parti. Pandi Panda. L'ambiance elle est joviale, elle est sympathique. Et malheureusement sur autoroute c'est patatras, c'est seulement environ 130 km. C'est pas une voiture qui est faite pour les longs trajets. Alors, on l'achète ou pas cette grande Panda? Alors cette Fiat Panda c'est quoi? Alors déjà c'est une Fiat Grande Panda, c'est son nom officiel. Et sachez que c'est une cousine technique de la Citroën C3. En fait les deux reposent sur la même plateforme STLA Smart du groupe Stellantis. Et donc c'est un peu des copies conformes, sauf que vous l'avez vu, les deux marques ont fait des choix radicalement différents côté look. Même si elles partagent la même forme un petit peu cubique, globalement on a deux voitures qui n'ont vraiment strictement rien à voir. Personnellement, je suis archi fan du design de la Panda, je la trouve excellente. C'est vraiment une voiture hyper pétillante, surtout quand on a cette couleur jaune limonée, jaune citron, qui est la couleur gratuite en fait de cette voiture. Donc ça c'est super cool. Les autres, il en existe 5 ou 6 autres, sont facturés 700 € en option. Il y a plein de détails sur cette voiture, on pourrait passer sincèrement, je pense, une demi-heure de vidéo à tout détailler tellement il y a de choses. Parmi les petits trucs que j'aime bien, les optiques qui façon pixel, ça fait très penser à Hyundai, surtout là avec une signature en H, on dirait presque un Santa Fe. Sauf que vous le voyez, à l'inverse d'un Santa Fe, une Grande Panda, même si elle s'appelle Grande, c'est tout petit. Elle fait 4 mètres de long, 3,999 pour être exact, 1,76 m de large, ça c'est la valeur avec les rétros repliés. Côté look, on est presque un peu sur du SUV baroudeur, mais pas tout à fait. Bon bref, vous le connaissez, c'est un peu crossover, c'est la mode en ce moment, c'est légèrement surélevé, il y a des passages de roues en plastique noir. Bon bref, c'est quand même, ça donne une certaine présence à la voiture, surtout quand il y a les petites barres de toit qu'on a aujourd'hui et qui ne sont pas sur la finition de base, mais ça on y reviendra plus tard. Côté jantes, c'est soit 16 pouces sur la finition de base, soit 17 pouces ici, mais il n'y a pas d'autre choix que ça. Et puis si on continue de détailler un peu l'auto et qu'on arrive vers l'arrière, encore une fois des optiques façon un peu pixel, façon grosse LED, je trouve ça très sympathique dans une encadrure qui est vraiment très carrée, vraiment taillée à la serpe quoi. Et puis quand on arrive sur le coffre, écoutez, pas immense, 361 litres annoncés par Fiat, 250 mesurés sur notre base d'essai de Montlhéry, ça c'est avec nos valises qu'on utilise à chaque fois pour mesurer toutes les voitures, donc pour le coup c'est vraiment des valeurs qui nous permettent de comparer les unes aux autres. Et en l'occurrence sur ce coffre il y a quand même un truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de double fond. Et donc du coup quand on a la version électrique, comme c'est le cas aujourd'hui, le câble il est forcément ici parce qu'il n'y a pas non plus de coffre à l'avant. Mais en revanche, vous n'êtes pas obligé, même sur cette version électrique, de trimballer un câble de recharge. Parce que si vous avez été observateur, il y a deux trappes de recharge sur cette voiture. La première est ici, c'est celle qui permet notamment de pouvoir se brancher sur les bornes rapides. La Fiat accepte jusqu'à 100 kW. Et il y en a une deuxième à l'avant. Elle est dans la calandre. Elle a l'énorme avantage de trimballer directement un câble de recharge. Hop, alors c'est un peu compliqué, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, vous le verrez. Celui-là, il est limité à 7,4 kW, donc c'est pour les charges qui sont en courant alternatif, c'est pour les wallbox et compagnie. Mais en tout cas, c'est archi pratique parce que du coup, ça évite de devoir se trimballer le fameux câble dans le coffre. Ah, et j'arrive pas à le remettre, ça, voilà. Si vous avez une Grande Panda, c'est peut-être un truc auquel il faudra faire face, c'est que c'est pas toujours hyper simple de remettre ce câble. En revanche, le fait qu'ils soient intégrés, c'est quand même top. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Fiat ou Panda, c'est marqué absolument partout sur la voiture. Sur la calandre, évidemment, les centres de roue, évidemment, mais aussi les petits passages de roue. Pour les moins jeunes d'entre vous, ça c'est l'ancien logo Fiat. Au cas où vous auriez oublié dans quelle voiture vous êtes, c'est une Panda. Petit panda gravé dans le plastique. Un petit Fiat en relief. Je pourrais faire ça pendant des heures. Ils ont même gravé le Fiat dans la malle de coffre. Franchement, c'est fort. Et un petit panda intégré à la malle de coffre avec le petit E parce que c'est la version électrique. Bon, on s'est trouvé un petit coin d'ombre, histoire de parler un peu
de l'intérieur de cette Grande Panda. Et franchement, première chose, je suis hyper content de constater que toute la singularité qu'on a à l'extérieur de cette voiture, on la retrouve à l'intérieur. Je vous le rappelle, cette voiture, elle est basée sur une Citroën C3. Enfin, les deux ont une base commune. Et pourtant, à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une voiture 100% différente, ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits du groupe Stellantis. Donc ici, Fiat a fait un très sérieux effort de différenciation et ça fait plaisir. L'ambiance, elle est joviale, elle est sympathique. Il y a des touches de couleur, par exemple, qui rappellent le jaune de l'extérieur. Tout le cerclage autour des écrans, on le trouve un peu sur les bus d'aération aussi. Au passage, les bus d'aération très carrés, elles me font penser à la Panda originelle. Donc ça, c'est toujours une touche assez sympathique. Pas mal de couleurs, hein, contraste entre jaune et bleu. Dans notre version aujourd'hui, la Prima, qui est la finition haute. Vraiment, c'est top. On retrouve plein de petits easter eggs aussi. Notamment, il y a une petite Panda qui est dessinée ici. Il y a Fiat qui est écrit en gros dans les contreportes. Alors contreporte au passage, évidemment c'est du plastique dur, hein, c'est une voiture qui se veut pas trop chère, donc forcément il ne fallait pas en attendre monts et merveilles, mais très sincèrement, si les matériaux font pas forcément tous ultra quali, la présentation générale et le côté original fait que globalement on est super bien dans cet intérieur et on en oublie très vite qu'on est dans une voiture finalement pas si chère que ça. Il y a deux boîtes à gants sur cette voiture, une classique et une au-dessus là, et dont le revêtement sur notre finition est fait en fibre de bambou recyclé. Donc c'est assez sympathique, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bambox. Pareil, ça amène une petite touche de couleur, un tissu un peu sympa, etc. C'est vraiment très agréable. Une chose notamment, par contre, qui ne me plaît pas trop, c'est la position de conduite. Franchement, je ne suis pas très bien installé. Les sièges sont confortables, là-dessus, j'ai pas de souci. Ils maintiennent relativement bien, on va dire suffisamment. Ils sont assez moelleux et rembourrés pour qu'après plusieurs heures là dans la voiture, je n'ai pas spécialement mal au dos ou quoi que ce soit. Par contre, niveau amplitude de réglage, c'est pas ça. Et je pense que tout le monde ne trouvera pas forcément une très bonne position de conduite super confortable parce que moi, je dois constamment choisir entre avoir les jambes un peu étendues et que ce soit plus confortable au niveau des genoux et du coup être très loin du volant et avoir les bras un peu tendus, ou alors être plus proche pour être bien au niveau du volant mais avoir les jambes très pliées. Donc voilà, je pense qu'il va falloir faire des compromis, hein. C'est là qu'on retrouve un peu les limitations de cette plateforme petite taille du groupe Stellantis, mais c'est pas dramatique non plus. Cette version électrique de la Panda, de la Grande Panda, elle existe avec deux finitions. Tout d'abord, il y a une finition Red d'entrée de gamme. Ça, c'est la finition, je ne sais pas si vous connaissez Product Red, il y a notamment des iPhones qui sont aussi labellisés Red. En fait, c'est une association qui se permet notamment de reverser une partie des bénéfices pour des causes humanitaires, notamment pour lutter un peu contre le sida en Afrique. Donc c'est globalement une bonne action, donc ça c'est sympa. Et cette finition d'entrée de gamme Red, elle est déjà plutôt pas mal équipée, donc je prends mes petites notes. On y trouve notamment des jantes en 16 pouces, c'est des jantes tôle peintes en blanche, elles sont très sympas, ça donne un côté un peu rigolo. On a déjà les optiques façon pixel qui sont assez sympathiques, on a une clim manuelle et on a notamment déjà cet écran tactile de 10,25 pouces. Et si vous avez déjà vu notre vidéo C3 qui s'affiche juste en haut, ou alors si vous connaissez un petit peu la C3, vous saurez qu'en entrée de gamme, la Citroën C3 ne propose pas pour sa part d'écran tactile, il faut passer par son smartphone. Donc avoir déjà cet écran sur la finition de base de la Grande Panda, c'est déjà un plus pour elle. Et l'autre finition, c'est la finition La Prima, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Et elle est pour le coup plutôt suréquipée. Jantes de 17, barre de toit, le tissu en fibre de bambou dont je vous parlais. Il y a un petit chargeur induction, j'ai pris mon téléphone tout à l'heure. Il y a la climatisation automatique et la navigation. Caméra de recul, bref, il y a quand même beaucoup d'équipements. En tout cas, il y a largement plus que ce dont on a besoin au quotidien dans une citadine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'options. La seule option que vous pouvez vraiment prendre, c'est un pack hiver avec petit siège chauffant, volant chauffant, voire même pare-brise chauffant. Et ça, pour éviter de gratter le matin, c'est toujours très appréciable. Et en dehors de ça, c'est les peintures extérieures. Ou alors, si vous voulez, le chargeur embarqué de la voiture en courant alternatif peut passer de 7,4 à 11 kW. C'est clairement pas quelque chose qui sera utile à tout le monde, mais enfin voilà, sachez que ça existe, c'est disponible en option. Je termine avec une petite sellerie un petit peu sympa pour notre Panda et notre finition La Prima, avec un petit message rigolo. Panda made with love in Fiat. Bon, c'est toujours cool, ça fait plaisir et ça participe à l'effet très jovial de cette auto. Je vous propose qu'on parle 2 minutes habitabilité et on va aller voir tout de suite comment ça se passe aux places arrière. Écoutez, aux places arrière, rien de spécial à dire. Globalement, je trouve que c'est plutôt facile d'accéder à cette voiture parce que les portes arrière s'ouvrent relativement de manière assez grande. L'angle est assez important, donc finalement, on ne galère pas trop à se caler à l'arrière. Et côté habitabilité, côté place, moi je mesure 1,73 m, donc je ne suis pas hyper grand, mais en revanche, je trouve qu'il y a ce qu'il faut, il y a assez. Le siège avant est réglé pour ma position de conduite, il est donc au plus bas. Je peux quand même toujours placer un peu mes pieds sous le siège devant, donc
c'est pas un mauvais point. Il y a encore un petit peu de place aux genoux et surtout, il y a quand même beaucoup de place à la tête encore. Donc globalement, à peu près n'importe quel gabarit pourra trouver, je pense, une position de conduite, pas de conduite, pardon, une position plutôt confortable. En revanche, en parlant de conduite, il faudrait dire à la personne qui est dans ce siège-là d'y aller mollo dans les virages parce que là, pour le coup, il y a zéro maintien latéral sur cette banquette. Par contre, elle est plutôt rembourrée, plutôt confortable. Alors évidemment, la place du milieu est toujours moins bien lotie et de toute façon, comme c'est une voiture qui n'est pas trop large, je pense qu'on sera beaucoup mieux à 2 qu'à 3 personnes à l'arrière pour dépanner à la rigueur, mais c'est un peu tout. Mais sinon, j'aime bien, c'est toujours assez coloré. On a des contreportes qui sont bleues, on voit un peu le jaune de la carrosserie, c'est sympa. La sellerie biton, c'est toujours sympa également. Bref, franchement, rien de spécial à dire, quoi. On n'y est pas trop mal. 2 petites prises USB-C en bas, une petite poche pour le smartphone ici, une petite aumônière en bas, alors pour mettre plutôt des tablettes que des cartes routières, hein, parce qu'en 2025, citez-moi des gens qui utilisent encore des cartes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, je vais forcément avoir un commentaire qui me dit « Mais si, bien sûr, moi j'utilise encore des cartes routières. » Bref, c'est pas mal, cette grande D Panda, c'est pas mal du tout. Ça fait pas de miracle, mais ça fait ce qu'on attend d'elle et c'est quand même, je pense, l'essentiel. Je vous propose un petit intermède recharge et puis après, on va prendre la route pour voir ce que ça vaut une fois au volant. Alors, petite pause déjeuner, on vient de brancher la voiture, il nous restait 58% de batterie, mais dans le doute, pour assurer le sujet, il fait quand même très froid aujourd'hui, on ne dépasse pas les 7 degrés, et globalement, il va quand même falloir rentrer à la fin du sujet. Donc, dans le doute, on met quand même une petite charge. Sachez que je vous annonçais 100 kW de puissance de charge, alors ça, ce sera quand la batterie est un petit peu plus déchargée et peut-être dans des conditions un petit peu plus favorables aussi, parce qu'actuellement, elle n'encaisse que 25,2 kW. Donc c'est à savoir, les 100 kW c'est vraiment une puissance en pic, c'est pas une puissance qu'on tiendra sur un plateau assez long et encore moins quand il fait froid. Bon allez, on va manger et on se reparle de ça tout à l'heure. Bon forcément on n'attendait qu'une chose, c'était quand même prendre le volant de cette grande D Panda. Et c'est une expérience qui, ma foi, est un petit peu moins joviale, pour reprendre ce mot qui est mon fil conducteur de cet essai, que l'extérieur. Pourquoi? Alors pas parce que c'est un mauvais moment à passer, parce que franchement elle fait très bien le job, mais c'est une voiture qui globalement est une voiture plutôt entrée de gamme, comme la Citroën C3, et c'est là qu'on voit le plus de similitudes finalement entre les deux voitures, c'est à la conduite. Déjà parce que la première chose qui frappe, c'est que côté insonorisation, c'est pas parfait. C'est-à-dire que globalement, à vitesse très modérée, ça va. À partir de 80-90 km/h, il commence à y avoir pas mal de bruit de roulement, surtout un peu de bruit d'air, mais pas mal de bruit de roulement. Et alors après, aux vitesses autoroutières, forcément, c'est un petit peu décuplé. Donc, on les entend encore plus. Bon, malgré tout, c'est pas non plus rédhibitoire totalement, mais voilà. On a fait pas mal de villes lors de cet essai. On en est sorti maintenant, mais quand même, on en a fait beaucoup ce matin notamment, et c'est une voiture que j'ai trouvée relativement confortable. Et ça fait plaisir. C'est une voiture qui est super facile à manier, qui braque bien, qui a un gabarit tout petit, donc qui est globalement très facile à prendre en main. Donc ça, c'est cool. Bonne visibilité, bonne rétrovision. C'est vraiment une voiture qui est comme un poisson dans l'eau dans les rues de la cité, et en même temps, pour une citadine, j'ai envie de dire, heureusement. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit où elle y sera le mieux. Et ouais, je vous le disais, côté confort, vraiment, j'ai été assez bluffé parce que c'est une voiture qui absorbe vraiment bien les déformations. Il y a juste à très basse vitesse, quand on est en dessous de 30 km/h, parfois, il y a quelques petites saignées ou autres qui peuvent être répercutées un petit peu sèchement dans l'habitacle, mais c'est pour pinailler. Voilà, faut se rappeler qu'on est au volant d'une citadine, d'une voiture vraiment pas trop chère, etc. On en revient dans quelques instants. Et voilà, c'est quelque chose qui finalement est un peu attendu à ce niveau de gamme. Mais malgré tout, moi je trouve qu'elle s'en sort bien, cette Panda. Elle s'en sort pas moins bien que la C3 en tout cas. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc là-dessus, franchement, rien à redire. Quand on est parti un peu sur la route tout à l'heure, et là aujourd'hui on se balade un peu dans la vallée de Chevreuse, et globalement, elle se débrouille pas trop mal non plus, cette Panda. Alors c'est une voiture, tout ce qu'il y a de plus plan-plan, c'est-à-dire que globalement, faut pas lui demander la lune en termes de capacité dynamique. Mais finalement, elle se débrouille plutôt pas trop mal sur ce terrain-là également. Et ça, c'est plutôt appréciable. Je sais pas ce que fait le monsieur devant moi, mais on s'arrête pas là comme ça au milieu de la route, monsieur. C'est pas bien. Bon, bref. C'est une voiture qui saura sortir de la ville en fait et qui est tout à fait apte à affronter les virages. Elle se débrouille pas trop mal. C'est une voiture qui prend un petit peu de roulis. C'est une voiture qui est pas la plus précise à mener qui soit, mais je trouve que la direction est globalement
assez consistante. Alors elle est très légère en ville et elle prend un peu de consistance dans les virages quand on augmente un petit peu de vitesse, quand on est sur le réseau secondaire. Donc c'est plutôt agréable à mener, quoi. C'est une voiture qui est pas un foot de guerre, parce que je vous rappelle qu'elle est motorisée par exactement le même moteur que la Citroën IC3, donc on parle de 113 chevaux, 120 Nm de couple. Bref, c'est pas énorme. Tant qu'on n'est pas trop chargé et qu'on n'est pas 4 adultes avec plein de bagages, franchement, ça fait le taf en toutes circonstances, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est un peu chargé, c'est sûr que dans les montées, ça va être un petit peu pénible, ça va être un petit peu la peine. Mais encore une fois, c'est une citadine. C'est une citadine. En dehors de ça, alors c'est une voiture qui dispose d'une batterie de 43,8 kWh de capacité, c'est la capacité nette. C'est une voiture que l'on a mesurée, nous, sur notre cycle de mesure à Montlhéry, à 1500 kg. Et c'est une voiture qui, en termes d'autonomie, alors à première vue, semble pas mal souffrir du froid, parce qu'on a fait toutes nos mesures entre 0 et 5 degrés. Forcément, on fait cette vidéo en début d'année, donc côté météo, on peut pas trop choisir. Et c'est une voiture qu'on a mesurée avec les autonomies suivantes. Un peu plus de 300 km en ville, un peu plus de 230 km sur route, et malheureusement sur autoroute c'est patatras, c'est seulement environ 130 km. Donc ça veut dire que dans la réalité on en fera plutôt une centaine avant de devoir recharger. Bon, bref, c'est pas une voiture qui est faite pour les longs trajets, d'autant que c'est pas une voiture qui se recharge vite non plus, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est possible de s'aventurer sur autoroute, bien sûr, mais c'est clairement pas là qu'il faudra l'attendre et c'est clairement pas là qu'il faudra espérer faire des vraies grosses autonomies. Alors bien sûr, le fait qu'on ait fait ces mesures par temps froid veut dire que globalement, on peut tabler sur 15-20% en plus d'autonomie, vraiment dans les meilleures conditions possibles. C'est probablement une voiture qu'on remesurera plus tard, histoire d'avoir aussi un référentiel quand il fait plus chaud. Mais voilà, sachez que en hiver, on n'ira pas super loin au volant de cette Grande Panda. On a mesuré nous en moyenne 19,2 kWh au 100 km. Encore une fois, c'est quelque chose qui sera probablement possible de modifier et d'améliorer avec de meilleures températures. Et puis surtout, dites-vous bien que notre cycle de mesure à Montlhéry est vraiment très sévère. On le sait, c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est le même pour toutes les voitures, donc ça nous permet de les comparer entre elles. Mais c'est un cycle qui est franchement sévère et je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Moi, j'ai une IC3, je fais beaucoup mieux, etc. Vous savez pas conduire ». C'est pas qu'on sait pas conduire, c'est que globalement, donner des chiffres de consommation dans une vidéo, ça veut tout et rien dire. Parce que forcément, la façon dont vous conduisez, les routes que vous empruntez, les conditions climatiques, ça fait drastiquement varier ces chiffres. Donc voilà, je vous le donne à titre d'information, mais c'est pas une vérité absolue, c'est juste qu'on a mesuré sur cette voiture. Et dans notre référentiel, c'est une voiture qui globalement est plus cantonnée à la ville et le périurbain, un peu de réseau secondaire aussi, mais vraiment pas faite pour les grands trajets. Dernière chose à vous dire peut-être sur cette voiture, je suis pas hyper fan du freinage. Alors, on a une boîte de vitesse, un sélecteur de vitesse avec un mode C. Le mode C, c'est un mode confort en fait sur cette boîte qui permet d'atténuer un petit peu le freinage régénératif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce freinage régénératif, il est globalement assez fort et surtout aux vitesses en ville, en dessous, à 50 km/h et en dessous. Et du coup, le freinage devient très difficile à doser pour s'arrêter sans secouer tous ses passagers. Au début, j'étais super surpris parce qu'il y a une vraie course molle sur la pédale. Pendant genre, peut-être 1 cm, 1 cm et demi, il se passe absolument rien. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais pas m'arrêter, il faut que je freine. Et dès qu'on freine un peu plus, ça devient mordant tout de suite. Bref, en termes de dosage, c'est pas simple. Donc je pense qu'il faudra un petit peu prendre ses marques avant d'être complètement à l'aise au volant de cette voiture. Et puis encore une fois, la position de conduite, malheureusement, c'est pas ce que j'aurais espéré. Je suis pas hyper bien installé pour faire beaucoup de kilomètres. Donc voilà, c'est pas parfait. Mais globalement, c'est une voiture qui s'en sort pas mal. Et c'est une voiture qui, encore une fois, est très proche de l'IC3. Sauf qu'elle est tellement plus sympathique en termes de bouille, en termes d'intérieur. Je sais pas, elle fait tellement plus envie et les gens se retournent réellement sur son passage. C'est assez dingue, mais on a vu pas mal de regards un peu inquisiteurs, de gens qui sont venus tourner autour de la voiture quand elle était en train de charger. Bref, c'est tellement une voiture qui aimante le regard que finalement, certes, c'est pas forcément transcendant par rapport à une IC3, mais au global, la voiture fait quand même plus envie. Bon, je vous propose de parler tarifs maintenant. On va se poser dans un petit coin pour terminer cette vidéo et puis je vous reprends dans quelques secondes. Alors, on l'achète ou pas cette Grande Panda ? Écoutez, tout dépend évidemment de vos besoins, mais si vous êtes sur le marché pour une petite voiture de ville qui a vraiment une bouille sympathique,
Alors pour moi, c'est un grand oui, on l'achète. Avec les limitations qu'on a vues dans cette vidéo, notamment l'autonomie, mais franchement, c'est quand même sympathique comme voiture. Quel prix ça coûte? Eh bien écoutez, ça démarre à 24 900 €. Ça, c'est pour la finition Red dont je vous parlais tout à l'heure. Ou alors, c'est 27 900 € pour ce haut de gamme, la Prima. Ça, c'est évidemment les prix pour la version électrique. Parce que cette grande des Panda, elle existe aussi en version hybride. Une hybride 100 chevaux qui démarre beaucoup moins cher puisqu'elle démarre à 18 900 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Ça pourra tenter ceux qui ne veulent pas d'électrique ou alors ceux qui ont vraiment un petit budget et qui veulent quand même une voiture avec de la gueule. Et ça, pour le coup, ça fonctionne pas mal du tout. Une IC3, la principale concurrente de cette grande des Panda électrique qu'on a aujourd'hui, c'est des tarifs qui s'échelonnent entre 23 300 et 27 800. Donc elle est un petit peu moins chère en entrée de gamme, mais il y a aussi moins d'équipements, on l'a vu, notamment il n'y a pas l'écran tactile. Et il y a simplement 100 € d'écart entre la C3, enfin la IC3, et cette grande des Panda en haut de gamme. Franchement, à choisir, moi je veux celle-là. Rien que pour le look ravageur, franchement, je suis hyper client. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de cet essai en commentaire. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse aussi un essai de la version hybride. Est-ce que ça peut vous intéresser ou non? Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi, bien sûr. Il y a un lien qui s'affiche juste ici. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, salut!